Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Philippe, d'être Bonjour. au rendez-vous comme tous les mois. Bienvenue pour cette webconférence du mois de février consacrée au déterminé, dit d'usage. On va être très pratique durant ces 30 minutes sur la question de la rédaction justement de ce CDDU. Vous aurez accès au replay dès cet après-midi ou demain. Vous recevrez un mail là-dessus et les conférences enregistrées donc, elles vont être maintenant sur la chaîne YouTube d'Audience, voilà, avec un accès un peu plus facile. Mais commençons tout de suite. Alors, est-ce que l'écran est arrivé? Oui, c'est bon Pascal, on peut y aller. Parfait. Le plan que l'on vous propose est le suivant. On commence usuellement par un rappel sur un certain nombre de fondamentaux, rapidement, mais c'est important de bien se fixer les choses. Et ensuite, on va aller dans la pratique, c'est-à-dire la rédaction, en l'occurrence, du contrat de travail à durée déterminée dit. Voilà, donc un plan en deux parties, on fait simple. Au début donc, quelques rappels sur les fondamentaux du contrat de travail. Bon, une définition, alors que l'on ne trouve pas dans les codes, c'est une définition qui a été donnée par la doctrine au fur et à mesure du temps. Le contrat de travail, c'est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre personne, en échange d'une subordination. Le point clé, c'est cette notion de subordination juridique, le fait de travailler pour quelqu'un et sous sa direction, sous ses ordres, avec en sous-texte la question du contrôle disciplinaire. Bon, rien de nouveau sur la définition. Ensuite, les différents types de contrats de travail. Là aussi, on est binaire, deux types, le contrat de travail à durée indéterminée et le contrat de travail à durée indéterminée, pardon, et le contrat de travail à durée déterminée. Mais en fait, non, c'est les contrats de travail à durée déterminée. Pourquoi? On va le rappeler tout de suite, parce qu'il y a plusieurs motifs de recours au CDD. Il n'y a pas un CDD d'un point de vue général. Alors, justement, les principaux motifs de recours, il y en a plusieurs, il y en a une petite dizaine, mais il y en a trois essentiels. Un, on peut utiliser un CDD pour le recrutement d'un salarié qui va venir remplacer un salarié momentanément absent. On peut utiliser un CDD pour recruter une personne parce qu'on doit faire face dans l'entreprise à un accroissement temporaire d'activité. Et enfin, on peut recruter en CDD une personne parce que l'emploi pour lequel on a besoin de quelqu'un est un emploi dit temporaire par nature. C'est là où l'on va trouver le fameux CDD-U, l'article L1242-2, troisième alinéa, ça c'est pour les puristes. Cet article nous dit en substance qu'il s'agit des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. On voit qu'il y a donc trois conditions à respecter pour pouvoir utiliser le CDDU. Si on entre un tout petit peu dans le détail, les trois conditions sont les suivantes. Finalement, je suis employeur, est-ce que je peux embaucher quelqu'un en CDDU? Première question, est-ce que le secteur d'activité dans lequel j'exerce autorise le recours au CDDU? Alors, en ce qui concerne les secteurs du spectacle, que ce soit le spectacle vivant ou le spectacle enregistré, la réponse est oui, aucun problème. C'est à la fois marqué dans un décret et en plus, c'est repris par chacune des conventions collectives. Deuxième question, est-ce que l'emploi de la personne que je souhaite recruter en CDDU est un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas utiliser le CDI? Un usage constant, c'est une situation qui existe depuis longtemps. En ce qui concerne les emplois d'artistes et de techniciens dans le spectacle, la réponse est oui.
Et la troisième question, qui est un peu particulière, parce que cette question, elle n'arrivera que si il y a un conflit entre l'employeur et le salarié. En d'autres termes, c'est le juge qui poserait cette question après avoir vérifié les deux premières conditions. Il demanderait à l'entreprise de démontrer, au travers d'éléments concrets et précis, le caractère temporaire de l'emploi. Alors c'est la situation classique où l'on a embauché un technicien ou un artiste de manière très récurrente pendant très longtemps et qu'à un moment donné, eh bien, on décide de ne plus faire appel à lui. Eh bien, cette personne peut, si elle a matière, aller devant le juge pour demander finalement une requalification de tous ces CDD en CDI. Et donc, c'est à ce moment-là que le juge, au travers de ces trois conditions, posera cette dernière question à l'employeur, démontrer le caractère temporaire de l'emploi. Et donc, deux situations, soit on est capable de le démontrer, le fait que oui, c'était normal, à chaque fois qu'il y a un CDDU, tout se passera bien, mais en revanche, si évidemment on n'est pas capable de démontrer la réalité du caractère temporaire de l'emploi, eh bien, il y a un risque de requalification en CDI. Bien. Alors maintenant, passons à la pratique, étant donné qu'on a posé le cadre, on a rappelé les conditions pour pouvoir utiliser le CDDU. Bien. Alors, première question, pourquoi un écrit? On voit 4 raisons, en fait, pour rédiger un contrat de travail par écrit. Première raison, pour éviter les ambiguïtés. Il est clair que quand on écrit les choses, quand on les rédige, quand on les précise, quand on échange avec, la personne avec qui on s'engage, eh bien, ça lève les ambiguïtés, hem, ça les choses sont beaucoup plus claires. Deuxième raison, pour avoir une preuve de l'engagement. Si jamais il venait à y avoir un souci, eh bien, le fait d'avoir un est plus facile à transmettre, à rappeler déjà à la personne et puis éventuellement à transmettre au juge, hein. C'est beaucoup plus simple que d'aller chercher des témoignages qui sont toujours possibles, mais c'est toujours plus simple, plus direct. La troisième raison, c'est parce que la loi l'impose. Il y a un article du code du travail, qui dit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, qui comporte aussi d'autres choses, on va le voir. Et que s'il n'y a pas cet écrit, le code du travail toujours nous dit que, eh bien, dans ce cas-là, c'est un CDI. Et puis la quatrième raison, c'est parce que votre convention collective peut imposer des mentions spécifiques. Alors, quand on regarde un petit peu les différentes conventions collectives du spectacle, on s'aperçoit que c'est le cas pour chacune. Il y a pour chacune des conventions collectives des mentions spécifiques qui sont demandées dans la rédaction du CDDU. Bien. Après avoir vu donc pourquoi un écrit, comment le rédiger? Et là, on s'approche de l'aspect très pratique. Eh bien, 2 points essentiels. On commence par rédiger en français. Alors, déjà parce que c'est obligatoire, même si, le salarié peut, vous demander, une traduction, dans une autre langue. Mais au-delà du français, il faut rédiger de manière claire, de manière, sans qu'il y ait, si vous voulez, de 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 jargon, latino-juridique. Non, il faut être clair. Il faut faire des phrases simples, des phrases courtes et on écrit, on rédige, ce qui nous semble essentiel. D'accord? Sur ce point-là, il faut toujours faire attention, quand on manipule les contrats, sous un traitement de texte, par exemple, il faut faire attention au copier-coller, pour éviter, justement de copier et de coller un paragraphe, malencontreux qui ne renvoie pas à la situation. Donc toujours être un petit peu attentif là-dessus et bien préparer des matrices, hein, sous Word par exemple, bien préparer des matrices, sur lesquelles, on pourrait laisser par exemple, des blancs pour, optimiser le travail si on a plusieurs contrats à faire ou si on doit en faire régulièrement. Et ensuite on a des outils alors qui sont propres, à tous les contrats, c'est pas du tout propre au contrat de travail, c'est les avenants et les annexes. Alors un avenant, on dit que c'est la gestion du contrat dans le temps, et donc à quel moment on fait un avenant? On fait un avenant quand les parties à un contrat, eh bien, se sont mises d'accord sur un changement, une modification du contrat, qui a été conclu précédemment.
Donc un avenant, c'est un document que l'on titre, hein, on titre avenant au contrat signé le temps entre telle personne et telle personne, et ensuite on précise ce que l'on met. Et trois grandes situations, hein, soit c'est un ajout d'un article, soit c'est une suppression d'un article, soit c'est une modification d'un article. Mais on l'écrit clairement. Et puis l'autre outil s'appelle l'annexe. L'annexe, on parle de la gestion du contrat dans le volume. C'est lorsque l'on doit insérer dans eh bien, quelque chose qui va prendre de la place. Alors ça peut être, mettons, classiquement, dans un contrat de coproduction, hein, pour la production d'un spectacle, on peut insérer un budget dans un contrat de coproduction. Le budget, bah, c'est un document volumineux, c'est un tableau, eh bien on va le placer en annexe, hein, voilà, on ne va pas le mettre dans le contrat. En revanche, le contrat en parlera. Article 4, le budget est inséré en annexe 1. Voilà. Bien, voilà sur l'aspect pratique. Alors, maintenant qu'on a tous les éléments, eh bien, on peut faire un exemple ensemble. Ah, pardon, j'oubliais. Auparavant, un petit rappel des mentions obligatoires prévues par la loi. Le Code du travail liste, vous voyez, 8 mentions obligatoires. En ce qui concerne la première mention obligatoire, bah ça, elle n'a pas d'objet pour la rédaction du CDDU. C'est la mention, vous le voyez à l'écran, qui rappelle que lorsque c'est un CDD qui est conclu pour le remplacement d'un salarié momentanément absent, on doit indiquer le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée. Bon, on comprend bien que ce premier point n'a pas d'objet concernant le CDDU. En revanche, on doit retrouver dans le contrat de travail toutes les autres mentions obligatoires, la durée, date de fin, le poste de travail, la convention collective applicable, la rémunération bien sûr, et le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire. Alors là, on fait référence à Audience dans notre secteur. Bien, bon, rien de nouveau là-dessus, mais encore une fois, ça fait partie, sur une matrice d'un contrat de travail, des articles qui doivent apparaître systématiquement et qui peuvent être assez figés finalement. Bon, il n'y a pas à y toucher, il y a juste à remplir les variables. Les conventions collectives, alors on ne va pas passer par le menu toutes les mentions imposées par les conventions collectives, mais sachez que dans les conventions collectives qui permettent le recours au CDDU, qui permettent l'embauche d'artistes et de techniciens en CDDU, eh bien pour chacune, il y a un article qui impose des mentions spécifiques. Donc je vous renvoie pour chacun d'entre vous à votre convention collective et à l'article qui convient. Bien. Alors, maintenant, notre exemple. Alors, on a pris comme exemple le cas d'une entreprise de spectacle vivant et on a pris le cas d'embauche d'un artiste du spectacle. Alors, en l'occurrence, artiste dramatique recruté par une entreprise relevant de la convention collective 1285, donc entreprise artistique et culturelle. Bien, alors on y va. En haut du document, on a son titre. C'est la nature du contrat. C'est un contrat de quoi? Ben, c'est pas un contrat de vente de spectacle, c'est pas un contrat de location, c'est un contrat de travail. Okay, plus précisément, un contrat de travail à durée déterminée. Donc, c'est le titre du document. Ça, c'est sûr. On sait déjà, on sait par où on commence. Ensuite, on a deux parties, justement, les parties au contrat de travail, avec d'un côté l'employeur et de l'autre là où le salarié. On va préciser les informations, les coordonnées, l'identité des parties. Donc pour l'entreprise, c'est son numéro SIRET, son code NAF, son adresse et le représentant personne physique. Et le salarié, eh bien, on va détailler son adresse, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, sa nationalité. Là aussi, rappelez-vous, une des finalités du contrat, c'est on lève les ambiguïtés. On parle bien de cette personne, on lui a demandé sa carte d'identité, on lui a demandé sa carte de sécurité sociale, on vérifie bien que c'est elle que l'on embauche, et donc on ne se trompe pas dans ces variables-là, dans ces données-là. Ensuite, on a, c'est assez fréquent dans les contrats finalement, une sorte de préambule qui parfois est nécessaire pour énoncer un certain nombre de généralités ou des choses spécifiques, au contraire, au contrat. Alors là, en l'occurrence, dans les contrats de travail à durée déterminée, on a toujours un préambule. Le préambule, il a pour but de préciser le motif du CDD.
Alors là, bah, la rédaction peut être la suivante. Ce contrat déterminé est conclu conformément, alors d'une part, au troisième alinéa de l'article machin chose du Code du travail, l'article qu'on a vu tout à l'heure sur le CDDU, mais aussi, il est conforme aux dispositions de la convention collective. Alors en l'occurrence, dans notre exemple, j'ai pris la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, et on termine avec la phrase « Il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée dit d'usage, CDDU ». On a posé les choses, donc on sait de quoi on parle. Et ensuite, eh bien, on va dérouler les articles. Alors, sans doute, le premier article, la logique, même s'il n'y a pas d'ordre qui sont d'ordre imposé, si vous voulez, mais le premier article, c'est l'objet, c'est-à-dire on embauche. C'est quoi l'objet du contrat? Ben, en l'occurrence, c'est l'embauche d'une personne en tant qu'artiste dramatique. Pourquoi? Pour la production de tel spectacle. Donc, on le rédige. Le salarié est engagé en tant qu'artiste dramatique, c'est la fonction. Alors on rappellera la classification et le statut, hein, donc l'on trouve bien sûr dans la convention collective. Hein, chaque convention collective a son organisation, a ses propres classifications. Cet emploi, temporaire par nature, vous voyez, on rappelle les choses, hein, parce que on rappelle que c'est un CDD d'usage. L'usage veut qu'il n'y ait pas de CDI. Pourquoi? Parce que l'emploi est temporaire par nature. On précise bien, cet emploi temporaire par nature est lié à la production du spectacle Le Misanthrope, bon, 400 ans oblige, hein, bien sûr, mis en scène par Jean-Baptiste Elimère, dans lequel le salarié tiendra le rôle de tel personnage. Donc cette phrase donne des éléments, si vous voulez, pour démontrer le caractère temporaire de l'emploi. Il y a une petite phrase qu'on met après, qui n'est pas obligatoire, mais qui a un intérêt, qui est que si on écrit dans le contrat le fait que la DPAE a été faite auprès de l'URSSAF de la région où est l'entreprise, eh bien, ça évite de remettre au salarié le récépissé de la DPAE. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple. Ensuite, on a la durée du contrat. Et oui, comme c'est un contrat à durée déterminée, c'est important de marquer la durée. Alors, ben là, on a deux options. Soit on indique que le salarié est engagé de telle date à telle date. Bon, ok. Ou alors, on peut indiquer que le salarié est engagé à compter de telle date pour une durée minimale de temps. Hein. Les deux sont possibles, le Code du travail prévoit les deux. Il faut juste savoir si on part dans une situation ou dans l'autre. Et là, par exemple, on peut tout à fait prévoir une annexe, on en parlait tout à l'heure. Le planning des répétitions et des représentations est annexé à ce contrat, c'est l'annexe 1. Donc vous voyez, on parle bien de l'annexe dans le contrat. Alors là, bah, il peut paraître plus simple pour l'employeur de prévoir ce fameux planning dans un document distinct du contrat, annexé bien sûr, donc qui fait partie intégrante du contrat, parce que la présentation sera plus aisée, plus lisible. Dans cet article 2 sur la durée, on peut, hein, c'est tout à fait judicieux de rappeler que dans le cas de représentation supplémentaire, ce contrat pourrait être prolongé. Un avenant sera proposé aux salariés avant la dernière date prévue, par exemple. C'est une option, même si on peut tout à fait. Autre option, c'est faire un autre contrat de travail à durée déterminée. C'est aussi possible, étant donné qu'on rappelle que pour le CDDU, il n'y a pas de limite en termes de nombre de prolongations, de nombre de renouvellements. Il n'y a pas de délai à respecter entre deux contrats. On continue. Article 3, ben, rémunération, évidemment. Alors, on peut faire simple aussi. Hein. L'employeur versera au salarié alors un cachet de 250 € brut par représentation, un cachet de 130 € brut par service de répétition. On peut faire simple. On peut le rédiger autrement. Toujours le même objectif, lever les ambiguïtés. On peut avoir négocié le salaire en net, c'est possible, hein, tout à fait. C'est plus compliqué pour la paye, parce que ça veut dire que dans le logiciel, il faut remonter au brut, mais c'est une possibilité. Le point important, bien sûr, c'est le respect des minima prévus par la convention collective. Ensuite, on a un article qui peut être celui de la protection sociale.
où l'on va indiquer, alors à minima, selon le code du travail, le nom de l'institution de la retraite complémentaire, et le nom et l'adresse, mais certaines conventions collectives, et c'est le cas pour la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, prévoient d'indiquer l'ensemble des organismes sociaux ainsi que les références de l'affiliation, donc les numéros, hein. Donc on peut rappeler le numéro congé spectacle, le numéro URSSAF, si jamais le numéro n'est pas, si l'on n'a pas intégré le numéro dans la partie concernant l'employeur au début du contrat. On va voir le lieu de travail, bien sûr. Donc là, on peut imaginer les répétitions et les représentations seront assurées au théâtre de telle adresse. Voici une option. Il peut y avoir plusieurs adresses, évidemment, selon que les répétitions ont lieu ici et les représentations ailleurs, et si c'est aussi annexé. Ensuite, on a un truc important qui est le suivi de la santé au travail. Alors, donc on se rappelle que tous les salariés, y compris les artistes et les techniciens, doivent bénéficier du suivi de la santé au travail. Vous savez, c'est la visite médicale régulière. La particularité pour les intermittents, c'est que ce sont eux qui se rendent à Thalys Santé, pour ce qui est de l'Île-de-France, mais sinon à un service de santé au travail lié à Thalys Santé dans les autres régions de France. Et ce sont eux qui doivent avoir leur attestation à jour, et ce sont eux qui doivent être capables de la fournir à l'employeur quand ils sont embauchés. Donc, il n'est pas inutile de mettre la petite phrase suivante. Le salarié présentera à l'employeur son attestation de visite et d'information effectuée auprès de Thalys Santé. Cette attestation devra être valide pour la période d'engagement prévue à ce contrat. On rappelle que le médecin du travail indique un délai, en fait, durant lequel l'attestation est valable, et ce délai oscille entre 1 an et 5 ans. C'est le médecin qui décide de la périodicité. C'est une obligation, hein. Ce n'est pas une obligation de marquer ça dans le contrat, légalement c'est pas obligatoire, mais on rappelle qu'il est important pour l'employeur de faire cette vérification, parce que si jamais il y avait un accident du travail, et si l'enquête des services sociaux venait à montrer que finalement ce salarié a fait quelque chose sur scène, dans les coulisses ou autre, et que le médecin lui aurait interdit de faire, un mouvement, le déplacement d'un meuble, ce genre de choses, c'est un petit peu délicat, hein. Bon. Ensuite, on a un article de bon sens. Un article de bon sens, c'est règlement intérieur et directive. C'est un article évident. On pourrait même, tellement c'est évident, se demander pourquoi on l'écrit. Ben oui, mais sauf que quelquefois, on le sait tous, il peut arriver dans le cadre de production que il y ait soit du relâchement, soit un manque un petit peu de discipline. Et, donc, ça fait pas de mal de rappeler dans le contrat que le salarié s'engage à être à l'heure, enfin à l'heure, c'est-à-dire aux heures qui sont indiquées, hein, pas 5 minutes avant le début de la représentation. À être ponctuel donc, à respecter les directives qui lui sont données, notamment par le metteur en scène, par exemple. Bon, voilà, ça fait pas de mal. Là aussi, on pose les règles, et si jamais, et comme ça, le salarié ne pourrait pas dire: «Ah mais je ne savais pas qu'il fallait être là 1 heure avant le début du spectacle». Ah si, c'est marqué. Voilà. Ensuite, on a la question des frais professionnels. Dans certains cas, le salarié peut être amené à engager des frais professionnels. Bon, si c'est le cas, on peut le prévoir dans le contrat. Et qu'est-ce qu'on prévoit surtout? On prévoit les modalités de prise en charge, hein. C'est ça qu'on va rédiger. On parle de l'abattement pour frais pro en dernière page. Rappelez-vous, on a vu ça au mois d'octobre, hein, les changements concernant l'abattement pour frais professionnels de certains artistes notamment. Il y a des petits changements, hein, depuis janvier, on en parle tout de suite. Et puis, ensuite, on peut insérer une clause publicitaire. La clause publicitaire, c'est la clause qui dit au salarié, à l'artiste la plupart du temps, qu'il autorise l'employeur à des fins promotionnelles à utiliser son image, soit un extrait d'une captation promotionnelle, soit le fait qu'il lui demande de se rendre disponible pour des interviews, ce genre de choses. Article 10, on peut rappeler, là aussi, du bon sens.
le fait qu'en cas d'absence, en cas d'arrêt maladie, le salarié est tenu de transmettre, l'attestation, d'arrêt de travail dans les 24 heures, à son employeur, hein, voilà. Ensuite, on peut avoir un article sur la propriété intellectuelle. Alors ça, c'est le cas échéant, ça peut aussi faire l'objet d'un autre contrat. On parle des droits voisins, des droits d'auteur. C'est-à-dire, comment si jamais il y a une captation du spectacle, par exemple, un enregistrement, qu'est-ce qui a été convenu avec l'artiste au sujet de sa rémunération, c'est-à-dire la rémunération liée à l'exploitation de son enregistrement, l'exploitation de son interprétation. Donc là, on rappelle que, sauf disposition conventionnelle particulière, on n'est pas dans le droit du travail, c'est-à-dire que les droits voisins des droits d'auteur peuvent être cédés à titre gracieux ou à titre onéreux. Donc là, on est dans une négociation. Et souvent, on termine les contrats, en imaginant le pire. Donc qu'est-ce qui se passe en cas de litige? Voilà. Alors, bon, déjà, il faut rappeler que, le salarié, mais aussi l'employeur, s'engage à exécuter le contrat de bonne foi. C'est un principe en droit civil, c'est un principe aussi en droit du travail. Et on peut préciser qu'en cas de contestation, eh bien, on va s'efforcer, de trouver une solution à l'amiable. On peut même imaginer faire appel à un médiateur pour nous aider à sortir de la problématique, mais que si effectivement, on n'y arrive pas, beh, évidemment, on se remettra aux tribunaux, compétents. On signe le contrat, hein, voilà, chacun sa signature. On le date et c'est important la date parce que, rappelez-vous, pour le CDD, le code du travail dit qu'il doit être remis au salarié dans les 2 jours suivant, son embauche. Donc, on fait attention à la date. Alors on devait parler, de la déduction forfaitaire spécifique. Je rappelle que depuis le 1er janvier, 2022, l'autorisation, si autorisation il y a, donnée à l'employeur par le salarié doit faire l'objet d'un document distinct du contrat de travail. Donc voilà, donc on a rédigé un exemple, voilà, donc vous pouvez donner cette matrice, si vous voulez, au salarié, et il a juste à lire et à signer. Et qu'est-ce qu'il lit? Il lit que l'emploi qu'il va avoir fait partie des emplois pour lesquels il peut y avoir un abattement pour frais professionnels pour le calcul de certaines cotisations sociales, que la conséquence, s'il accepte l'abattement, c'est que les cotisations sociales vont être minorées et que mécaniquement, un certain nombre de droits sociaux seront eux aussi minorés. Voilà, on l'informe et ensuite, il répond, il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Et c'est ce document, un exemple de document comme celui-ci, que l'employeur doit conserver si jamais donc il décide d'appliquer l'abattement sur les bulletins de salaire et si jamais un jour il a un contrôle URSSAF qui lui demanderait justement de prouver que le salarié était d'accord. Voilà, un exemple comme un autre, hein. L'essentiel, c'est qu'il y ait un document daté, qu'il y ait la petite phrase qui explique les conséquences du choix de l'abattement et qu'il y ait la signature, du salarié et son accord ou son refus. Voilà. On va rester en ligne pour les questions, bien sûr. On se retrouve le 18 mars et on parlera de l'embauche des artistes étrangers et plus précisément des modalités administratives concernant leur rémunération. On parlera A1, on parlera détachement, on parlera retenue à la source, on parlera de tout ça. Rendez-vous le 18 mars, mais vous recevrez les invitations et il y aura une communication. Je bascule tout de suite sur notre espace et je rejoins Philippe. Oui, Pascal, on a eu un certain nombre de questions. Bon, je pense avoir répondu à un certain nombre d'interrogations. Par contre, on a des thèmes qui se retrouvaient souvent, notamment la question, quand je ne connais pas exactement le lieu où va travailler, le lieu où va se passer le tournage, ou le lieu de travail exactement, quand je ne connais pas exactement les horaires, est-ce que je dois préciser quelque chose? Est-ce que je dois préciser les horaires de travail, la durée? Le conseil que j'ai apporté, tu me diras, je pense qu'il faut être le plus précis possible quand on a les éléments. Ben oui, pas mieux. Il faut être le plus précis possible et quand on n'a pas, quand il manque des éléments au moment où on conclut le contrat,
on s'accorde au mieux avec le salarié pour lui expliquer à quel moment on aura ces informations-là. On n'a pas beaucoup d'autres réponses à apporter, hein. À un moment donné, la pratique et le terrain nous rattrapent, hein. C'est ça. Une question aussi de Nona, question intéressante. Les signatures scannées sont-elles valables légalement? Alors, oui, c'est valable. Ce qui est important, c'est que dans le document qui éventuellement irait devant le juge, hein, on parle de ça, hein, est-ce que, le juge peut constater sereinement que c'est bien la signature de la personne et qu'il y a bien son engagement? Ce qu'on va chercher dans un contrat, c'est de savoir s'il y a l'engagement de volonté. Et est-ce qu'il y a pas, est-ce que c'est pas une signature qui aurait été mise frauduleusement? C'est ça la question. Donc, oui, la signature scannée, elle peut être valable si évidemment c'est pas un faux. À ne pas confondre avec la signature électronique qui est quelque chose de tout à fait normé, hein, et qui doit passer par un processus informatique précis, pour justement authentifier la signature et la date, hein. Mais on va quand même privilégier si on met de côté la signature électronique, on va privilégier la vraie signature, donc papier, crayon. Là aussi, pour lever les ambiguïtés, pour éviter tout risque, hein. Une question de Cécile aussi. En cas de contrat prolongé par un avenant, quid de l'AEM? Alors l'AEM, vous savez, c'est l'attestation employeur mensuelle, donc l'attestation qui est spécifique pour les artistes et les techniciens intermittents. Si le contrat est prolongé, normalement dans l'AEM, on a des AEM initiales et des AEM complémentaires. Dès lors qu'il s'agit du même contrat, on va basculer sur des AEM complémentaires. C'est la réglementation de Pôle emploi dans tous les cas. Une question aussi d'Isaline. Y a-t-il une clause particulière à saisir dans le cadre de la mise en place du pass vaccinal? Question d'actualité. Est-ce qu'il faut le stipuler? Est-ce qu'il faut... Alors, ouais. Dans le Code du travail, il n'y a rien. Dans les conventions collectives, il n'y a rien sur le sujet. C'est beaucoup trop récent et espérons que ce sera sans doute très important. Rien ne vous interdit, si ça a du sens, de rajouter quelque chose, de rajouter ça dans le contrat de travail. Si effectivement c'est une obligation, et sauf erreur ça l'est, dès lors que l'on est dans un lieu qui accueille du public, oui, ça a tout à fait du sens de rajouter ça dans un contrat de travail, absolument. C'est-à-dire, de rajouter quoi? De rajouter le fait que le salarié s'engage à être vacciné, et voilà, c'est une condition sine qua non. Oui, ça peut être rajouté dans un contrat. Ensuite, on a la question de Christine. Est-ce possible de faire un CDDU pour une action culturelle? Alors là, je pense qu'en fait, il faut faire référence aux 3 conditions que tu as mentionnées en début de webconférence. Ben oui, c'est exactement ça. Il faut toujours revenir aux fondamentaux, hein. Donc est-ce que les 3 conditions sont là? Est-ce que l'activité principale de l'entreprise autorise le recours au CDDU? Oui, non. Et 2, est-ce que l'emploi de la personne est un emploi temporaire par nature, est un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir en CDI? Donc qu'est-ce que c'est qu'activité culturelle? De quoi on parle exactement? On pourrait répondre si on sait exactement de quoi on parle. Si on parle de quelque chose qui a trait à la pédagogie, à l'enseignement, dans tous les cas, ce sont des métiers qui ne sont pas prévus dans les conventions collectives du spectacle. Une question de Martine qui rejoignait certaines d'autres questions au préalable. Oups, ça a glissé. Concernant les dates non consécutives sur un contrat. Alors du coup, j'ai perdu la petite question. Est-ce qu'on peut mettre des dates non consécutives dans un contrat? Ouais. Alors en fait, le contrat, la logique du contrat, c'est d'écrire ce que l'on sait. Quand on sait que la première date, c'est le 15 janvier et que la dernière date, c'est le 10 février, donc on parle des dates butoirs, et qu'à l'intérieur de cette période, on va jouer tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, eh bien, la logique veut de faire un contrat qui va donc du 15 janvier au 10 février, et dans le contrat, on va détailler les jours de travail, les jours de représentation, les jours de répétition, par exemple. C'est le principe. Des questions qui reviennent aussi concernant le format numérique.
Est-ce que le format numérique est suffisant pour des archives? Je pense qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure, que ce soit la Alors le signature. format numérique, c'est-à-dire, j'ai fait mon contrat de travail, il a été signé par les parties, je le scanne et je le stocke? Alors si la Je réponse est pense que c'est ça, oui. ouais, si la réponse est ça, oui, c'est tout à fait possible. Pour le moment, le fait de conserver la version papier, si on peut le faire, c'est toujours mieux. Mais le scan, bah oui, le document est là, et les signatures sont là, voilà. OK. L'original est toujours mieux, c'est sûr, hein, voilà. Et après, on a des questions qui reviennent sur le même thème, je vais les grouper après. On Ouais. avait une question intéressante concernant un prestataire. Donc si vous passez par un prestataire de paye, hop, la petite question est hop, bon, ça défile. Si vous passez par un prestataire de paye, concernant l'abattement, est-ce que c'est le prestataire qui s'en occupe ou est-ce qu'il y a une démarche à faire de la part de l'employeur? C'est un peu ça la question. Alors ça c'est un sujet, enfin sur l'autorisation à avoir de la part du salarié, des artistes la majeure partie du temps, hein, pour nos secteurs, c'est de la responsabilité de l'employeur, hein, parce que c'est lui qui court le risque. Après, est-ce que le prestataire, donne un outil qui permet, d'informer le salarié, d'obtenir l'autorisation du salarié en bonne et due forme? Peut-être, mais en finale, c'est quelque chose qui relève de la responsabilité de l'employeur. Il ne faut pas confondre la démarche et l'outil qui permet d'avoir l'autorisation. Quelques questions concernant les conventions collectives. Alors j'en profite, hein, sur le site Audience, vous avez donc comment dire, un module qui permet en fait de choisir sa convention collective par rapport à son activité. Donc n'hésitez pas, je remettrai le lien en fin de webconf. Ensuite, on a encore des questions qui arrivent, donc le sujet Ah, passionne. attends, j'en prends une là, j'en vois une. Le numéro d'objet Oui. et le contrat de travail. Sauf erreur, le numéro d'objet doit apparaître, sur le bulletin de salaire et j'ai un doute, tout d'un coup je ne sais plus. Est-ce qu'il doit apparaître sur le bulletin de salaire ou sur le contrat de travail? C'est l'un des 2. Alors les 2, ça fait pas de mal, hein, ça c'est sûr. Mais je ne sais plus si ce que dit Pôle emploi, c'est l'obligation d'apparaître sur le bulletin de salaire ou sur le contrat de travail. Je crois que l'obligation porte sur le bulletin de salaire, mais j'ai un petit doute, je m'en souviens plus. Alors, on a une question d'Annalisa aussi, question intéressante. Si le contrat porte sur des dates s'étalant sur plusieurs mois, quelles implications pour le salarié intermittent qui doit s'actualiser chaque fin de mois auprès de Pôle emploi? N'est-il pas plus simple, ça défile, j'ai perdu, n'est-il pas plus simple de faire plusieurs contrats? Je pense que c'était ça la Ouais. formule. Alors, je répète, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. La règle, c'est qu'au moment où on rédige le contrat en fonction de ce que l'on sait à un moment T. Si on sait que on va avoir besoin de cette personne entre le 15 janvier et le 30 juin pour différentes dates, la logique voudrait qu'on fasse un seul contrat sur toutes ces périodes, sur l'ensemble de cette période, en précisant les jours de travail. Ça, c'est la logique. Après, si l'on considère qu'il est plus simple de faire plusieurs contrats, pourquoi pas? Mais attention, il ne faudrait pas que cette manœuvre, cette pratique, eh bien, fasse dire aux organismes sociaux que vous avez sciemment en fait saucissonné le contrat à des fins d'optimisation sociale pour, je ne sais pas, avoir une minoration du calcul du plafond ou ce genre de choses, hein. Donc il ne faut pas que la finalité soit considérée par Pôle emploi ou l'URSSAF à des fins d'optimisation sociale. C'est un sujet et il y a eu quelques jurisprudences là-dessus, hein. Après, c'est un petit peu toujours le même sujet qui revient, hein. C'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire quand je n'ai pas tous les éléments, les dates, les lieux, quand je n'ai pas toutes les informations, c'est un peu ça, si on peut peut-être synthétiser. Est-ce que je dois les mettre ou pas? Alors, je pense qu'on peut effectivement, comment dire, rappeler que plus on a d'informations, mieux c'est de les mettre sur le contrat de travail, bien évidemment. Après, les informations qu'on n'a pas, on n'a pas, mais on essaye de mettre le plus d'informations possible. Il y a une question, est-ce qu'on doit stipuler l'adresse exacte de la représentation ou est-ce qu'on peut juste préciser la ville ou le code postal? Même raisonnement, plus on est précis, mieux c'est. C'est ça.
Ah, Olivier, pardon, nous dit: «Comment bien choisir sa convention collective et la changer le cas échéant?» Bon, bah, j'ai noté, Olivier, on va faire une webconférence sur le sujet d'ici la fin de l'année, hein. Ça nécessite de faire le point là-dessus, hein. Là, voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Attends, j'ai Alizé qui nous dit: «Y a-t-il une limite d'âge pour les CDDU? Quid des mineurs?» Alors, il n'y a pas de limite d'âge pour les CDDU, hein, n'importe qui peut être embauché en CDDU. Et en ce qui concerne les mineurs, il y a une réglementation, en France, pour les mineurs de moins de 16 ans. Il y a une procédure à respecter. On doit obtenir une autorisation, de la part du préfet, hein, concernant le recrutement des mineurs de moins de 16 ans. Cette autorisation, donc, qui est très officielle, hein, qui est sine qua non, hein, à l'embauche, qui est la condition sine qua non à l'embauche, elle va préciser les conditions qui vont permettre à ce mineur de moins de 16 ans de conjuguer le travail pour lequel vous le sollicitez et ses obligations scolaires, notamment. Les sujets qui reviennent sont, je pense, des sujets sur lesquels on a déjà un peu Ouais. répondu. Ouais, bah, je vois qu'il y a des participants qui répondent aux questions, donc c'est très bien. Oui, C'est très oui, il y a des échanges, c'est bien. Ah, Après, je vois Louise, je reviens sur le numéro d'objet sur le contrat. Louise dit: «Certaines conventions collectives obligent à mettre le numéro d'objet sur le contrat». C'est probable, c'est probable. Voilà, et Vanessa, elle précise les choses, oui, très bien. Ouais. je pense qu'on a fait le tour des thématiques, hein. Je Oui, regarde oui, oui. derrière, je pense Attends, que je prends à la volée la Florence. Combien de CDDU peuvent se succéder pour un même emploi, un même employé, même projet? Réponse: no limit. Le code du travail n'impose aucune limite là-dessus. Déjà, dans le code du travail, il n'y a pas de problème. Ensuite, les conventions collectives. Il y a des accords interbranches qui ont eu pour objectif d'encadrer le recours au CDDU. Donc, il y a des conditions, il y a des règles à respecter si jamais, pour un même salarié, sur un même poste, pendant une certaine durée, si on excède une certaine durée, l'employeur a des obligations de proposition de CDI aux salariés, voire de transformation du poste en CDI. Donc, c'est des obligations conventionnelles qui peuvent arriver. Mais selon le Code du travail, il n'y a pas de limite. Alors, je n'ai pas compris, Alexandre, on nous dit ici que oui, le recours au CDI est possible. Reste la question de la prise en compte de ces heures pour l'intermittence. Alors, je ne comprends pas bien ce que veut dire Alexandre, mais là, ce dont on parlait, c'est le CDI pour des artistes ou des techniciens dans le cadre d'activités de spectacle, que ce soit spectacle enregistré ou spectacle vivant. Et dans ce cas-là, les heures effectuées entrent bien en ligne de compte au sein des annexes 8 et 10. Cécile, DPE pour chaque date. Non, la DPE, elle est liée au contrat de travail. Donc, c'est un contrat de travail, une DPE. je pense qu'on a fait globalement le tour. Ouais. Tous nos contrats sont dématérialisés via notre logiciel de paye. Dois-je les rematérialiser, nous dit Corinne. Non, il ne faut pas les rematérialiser. La question, c'est comment la signature est effectuée. Est-ce que c'est une signature électronique, donc en bonne et due forme? Dans ce cas-là, pas de souci parce qu'il y a un process. Mais s'il n'y a pas de signature, il y a un problème. Donc, voilà. Pouvez-vous nous dire le principe de réciprocité des conventions collectives? Charlène, on va faire une webconférence là-dessus parce que c'est trop long à expliquer. Voilà, on note ça. Il est possible qu'on fasse ça sur la webconférence. Allez, au plus tôt, on fera peut-être celle du mois d'avril ou du mois de mai, mais c'est noté. Yves, bonjour. Est-ce qu'on peut établir le contrat après avoir émis la fiche de paye? Le contrat de travail doit être remis dans les 2 jours qui suivent l'embauche du salarié. C'est la règle. Donc oui, vous pouvez le faire, mais vous êtes hors cadre légal. Bon, bah, effectivement, on a bien avancé.
Est-ce que lorsqu'on fait le Festival d'Avignon, il y a un forfait d'heures pour éviter des cachets chaque jour? Il n'y a pas de particularité liée, au mois de juillet en France, à Avignon ou à Brest, hein, il n'y a pas de particularité. C'est les règles conventionnelles qui doivent être appliquées. Mais je vois bien à quoi Véronique fait référence, évidemment. Et pour terminer, Yann, si la date finale dans le contrat est plus tardive que celle mentionnée dans la DPE, est-ce un problème? Plus tardive, non. Non, c'est pas un problème. Pas de problème. OK. Bon, on a essayé de balayer au maximum les questions. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation studieuse. On vous donne rendez-vous donc le 18 mars prochain. Hein, on parlera des artistes étrangers. Excellente journée à vous. À très bientôt. Merci, au revoir.